Nous allons à présent passer à la deuxième partie de ce cours consacré à la méthodologie de mise en place d'un diagnostic de la communication interne. Ce deuxième chapitre est scindé en 3 sous-sections. La première sous-section est consacrée à la phase de préparation de la mission d'audit, l'occasion de préciser les enjeux de l'audit de la communication interne, ainsi que son champ d'application. Ensuite, nous traiterons de la méthodologie proprement dite. Et enfin, nous parlerons d'un point important de la démarche, c'est-à-dire la restitution des résultats manifestes à travers la rédaction du rapport d'audit. Passons à la première sous-section de ce chapitre 2, consacrée à la phase préparatoire de la mission d'audit. La première étape de la phase de préparation consiste à rencontrer le commanditaire. C'est celui qui a formulé la demande d'audit. C'est le premier interlocuteur de l'auditeur. Ceci est valable dans l'hypothèse où l'audit est mené par un consultant externe à l'organisation. Donc, le consultant va échanger soit avec le responsable de com au sein de l'organisation ou un représentant de la direction afin d'évoquer les besoins et les enjeux de l'audit de la communication interne. Il doit bien écouter pour comprendre ce que veut l'initiateur de la démarche. L'initiateur de la démarche, c'est-à-dire le commanditaire, et l'auditeur doivent coopérer entre eux pour un bon déroulement de la procédure. C'est aussi l'occasion pour l'auditeur de cerner l'environnement dans lequel l'audit va se dérouler. Il s'agit de comprendre le fonctionnement de l'organisation, d'identifier ses activités, la culture d'entreprise, les logiques d'acteurs. Et aussi, c'est l'occasion d'identifier les risques et les freins au bon déroulement de la mission d'audit. Cela évite aux consultants d'omettre des aspects fondamentaux ou inversement, ça lui évite de se perdre dans des détails inutiles. Je précise que cette première étape est prise en charge par le responsable de communication interne dans l'hypothèse où c'est elle-même qui mène l'audit. Après avoir cerné les enjeux d'un audit de la communication interne, il s'agit maintenant de passer à la formulation des objectifs de l'audit. Pour rappel, un audit peut être motivé par plusieurs raisons. Il peut s'agir de dresser l'inventaire et d'évaluer la performance du réseau de communication d'une organisation, de détecter ou de comprendre les causes d'un malaise, ou encore d'identifier des difficultés liées à la circulation de l'information. Il s'agit ici de préciser quels sont les objectifs donc de la communication interne que vous allez explorer. Ça répond à la question de savoir sur quoi porte l'audit. Vous pouvez convoquer les objectifs de Valérie Carayol pour structurer votre travail, j'y reviendrai. En règle générale, en définissant les objectifs, l'auditeur est en mesure de mieux s'organiser, de mieux estimer le temps et le coût de sa mission, et c'est ainsi un gage d'efficacité. Dans un troisième temps, il est question d'identifier les publics cibles, c'est-à-dire à qui vont être administrées les questions. Est-ce qu'il va s'agir des membres de l'organisation dans leur généralité, ou bien y a-t-il une segmentation par métier, par fonction, par service? Tout dépendra bien sûr des enjeux et des objectifs que vous aurez préalablement identifiés. Un point important aussi lors de la phase préparatoire, c'est déjà de brosser le choix de la méthodologie. Le choix de la méthode, bien sûr, dépend de vos objectifs. Et vous avez les méthodes d'exploration classiques que sont l'approche qualitative ou encore l'approche quantitative. Je vais y revenir en détail. Un nouveau point consiste à fixer le délai de la réalisation de la mission d'audit. C'est très important parce qu'on ne mettra pas le même temps selon que l'audit concerne par exemple la communication interne de l'UGB ou bien s'il concerne la communication interne de toutes les universités du Sénégal. Le délai dépend des objectifs poursuivis et de la méthode de travail adoptée. Une mission peut durer 1 semaine comme elle peut durer 2 mois. Il n'y a pas de règle générale en la matière et tout dépend également de l'importance du sujet à auditer. Il faut aussi préciser que le délai dépend du nombre d'auditeurs affectés à la mission. Et enfin,
Pour terminer avec cette phase préparatoire, elle est marquée par la rédaction d'un élément important, à savoir l'ordre de mission, qu'on appelle aussi lettre de mission. C'est un mandat donné par la direction générale en vue de la mise en place de l'audit de la communication interne. Ce document est partagé à tous les membres de l'organisation pour faciliter la mission de l'auditeur et annoncer le lancement de la mission d'audit. Comme je le disais tantôt, une mission d'audit de la communication interne est vouée à l'échec sans l'aval de la direction. C'est donc une étape cruciale. Il faut toujours débuter une mission d'audit de la communication interne avec un mandat officiel. C'est gage de crédibilité. Voici un exemple d'ordre de mission. Alors, l'ordre de mission peut être transmis soit par courrier classique ou bien par courriel, par mail. Ici, par exemple, on va identifier le destinataire, par exemple, le responsable de la com interne. Pour copie pour information, on va identifier le directeur des ressources humaines, qui va servir de relais à l'ensemble du personnel. On peut aussi rajouter l'équipe d'audit. Et l'objet, on précise bien sûr l'objet, audit de la communication interne. Alors, c'est quelques phrases pour expliquer un peu les enjeux de l'audit et pour appeler à la bonne collaboration des uns et des autres, en apposant le tampon de la direction générale. Comme je le disais tantôt, l'idée c'est de soutenir la mission d'audit et de lui donner de la crédibilité. Parce que les gens seront beaucoup plus attentifs quand ils savent que vous avez l'aval de la direction pour mener une mission d'audit de la communication interne. Déjà, en tant que tel, c'est assez sensible de mener un audit de la com interne parce que les gens sont parfois méfiants. Ils peuvent penser que vous êtes là parce que la direction vous a envoyé pour contrôler leur travail, alors que vous venez juste pour évaluer la performance des outils de communication interne. Donc, c'est déjà de bon augure que d'avoir le soutien de la direction. Passons maintenant à la deuxième sous-section de ce chapitre 2, consacrée précisément au diagnostic de la communication interne d'une organisation. Le diagnostic de la communication interne va se dérouler en deux temps. Il s'agit d'abord de faire le bilan, c'est-à-dire d'identifier les forces et les faiblesses des pratiques de la communication interne. Et à partir de ce bilan-là, on va poser un diagnostic, c'est-à-dire qu'on va identifier soit les problèmes observés en matière de com interne, on peut aussi identifier les points d'appui pour améliorer la communication interne de l'organisation. Pour faire le bilan de la communication interne d'une organisation, on a le choix entre deux types de méthodologies. On peut opter pour une méthodologie quantitative ou pour une méthodologie qualitative, ou bien aussi, on peut également croiser ces deux méthodes-là. S'agissant de la méthode qualitative, elle va permettre de recueillir un éventail significatif de points de vue afin de mieux comprendre certaines pratiques en matière de communication interne, de comprendre le pourquoi des comportements. Elle permet également de cerner les attentes des membres de l'organisation. Alors pour ce faire, on peut utiliser plusieurs techniques, notamment les entretiens directifs, les entretiens semi-directifs, les entretiens libres ou encore les entretiens de groupe. On parle également de focus group. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces différentes techniques qualitatives, étant donné que vous avez eu un cours en L1 de méthodologie qualitative et quantitative. Une fois que vous avez choisi quel type de technique vous voulez utiliser, il va falloir maintenant procéder à l'échantillonnage. L'échantillonnage consiste à identifier le nombre de personnes à interroger. Il s'agit donc d'identifier les publics cibles de votre audit de la communication interne. Une fois que vous avez identifié les personnes que vous allez interroger, vous pouvez procéder à l'élaboration de votre grille d'entretien. Une grille d'entretien qui vous pouvez fonctionner par, en faisant des segmentations thématiques, en vous appuyant sur les différentes dimensions de la communication interne de Valérie Carayol. On va le voir juste derrière. Mais une fois que vous avez terminé l'élaboration de votre grille, il faut procéder à des pré-tests. Il faut toujours tester une grille d'entretien avant de l'administrer à tous les membres de l'organisation.
Et une fois que vous avez pré-testé, par exemple sur 2 ou 3 personnes, vous pouvez procéder à la tenue des entretiens sur l'ensemble de l'échantillonnage. Une fois que vous avez tenu vos entretiens, bien sûr, il faut procéder à l'analyse du contenu des entretiens pour mettre en avant quels sont les éléments saillants que vous avez découverts. Et on termine bien sûr par communiquer les résultats de votre travail à travers un rapport à la direction. C'est l'objet du rapport d'audit. J'y reviendrai. Concernant la méthodologie quantitative, elle va nous permettre de quantifier la satisfaction ou l'insatisfaction des membres de l'organisation par rapport aux outils de communication interne, par rapport à l'âge, l'ancienneté, la fonction, le service, la fréquence d'utilisation des outils, etc. En règle générale, une méthode quantitative permet d'avoir des données chiffrées quantifiables. On suppose aussi qu'un taux de réponse d'environ 50% est jugé satisfaisant par rapport à la taille de l'échantillon. Comme technique, nous avons principalement le questionnaire. On va procéder un peu de manière similaire que dans l'approche qualitative, c'est-à-dire qu'on va partir d'un échantillonnage, c'est-à-dire qu'il faut identifier quelles sont les personnes à interroger. Dans la phase préparatoire, en principe, ce travail est déjà fait. Donc ici, peut-être, l'idée, c'est beaucoup plus de le quantifier, de savoir exactement le chiffre concerné par l'audit de la communication interne. Une fois que ceci est fait, on s'attelle à l'élaboration de la grille d'enquête, c'est-à-dire vous formez les questions que vous allez poser. Ces questions, bien sûr, dépendent des objectifs de votre audit. N'oubliez pas de toujours faire des pré-tests avant d'administrer vos questionnaires à l'ensemble de l'échantillon. Les pré-tests sont utiles parce que ça permet de jauger un peu le niveau de compréhension d'une question, de voir s'il est bien exprimé, s'il est assez clair. Et ça permet aussi de voir est-ce que vous avez cerné tous les enjeux de votre audit pour être sûr d'avoir les réponses à vos questionnements. Parce que le risque, c'est, si vous ne prenez pas le temps de le faire, d'administrer vos questionnaires ou bien vos grilles d'entretien et puis derrière, de vous rendre compte que vous n'avez pas les éléments nécessaires pour rédiger votre rapport d'audit. Et bien sûr, après l'administration des questionnaires, on s'attelle au traitement des réponses et à leur analyse. Et bien sûr, phase incontournable, on va terminer par la rédaction du rapport d'audit qu'on va remettre à la direction de l'organisation. Comme je le disais plus haut, pour structurer vos grilles d'entretien et vos questionnaires, vous pouvez partir des 5 dimensions de la communication interne développées par Valérie Carayol. Pour rappel, les 5 dimensions de la communication interne renvoient aux objectifs de la communication interne d'une organisation. On va distinguer la dimension logistique qui s'intéresse à la transmission et à la circulation de l'information au sein de l'organisation. La dimension de la gestion relationnelle qui s'intéresse à l'existence d'un climat social apaisé au sein de l'organisation. La dimension d'intégration, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'intégration du nouveau et des anciens membres au sein de l'organisation. La dimension patrimoniale s'intéresse au patrimoine identitaire de l'organisation, à tout ce qui est charte graphique, procédure au sein de l'organisation. Et enfin, la dimension maïeutique, au sens socratique, la maïeutique comme étant l'art d'accoucher des idées. Ici, la maïeutique renvoie à l'implication et la participation des membres au sein de leur organisation. De manière plus concrète, pour chacune des dimensions évoquées, je vais vous proposer quelques types de questionnements que vous pouvez poser dans le cadre d'un audit de la communication interne. Premier point, on va s'intéresser à la dimension logistique, c'est-à-dire à la communication interne et à la circulation de l'information. Vous pouvez poser des questions du genre pour identifier les circuits d'information descendantes, ascendantes et latérales au sein de l'organisation, pour identifier les moyens de communication mis à disposition des
membre de l'organisation. Vous pouvez identifier le degré de satisfaction vis-à-vis de ces moyens, la fréquence de ces informations, identifier également les besoins en information des collaborateurs. Par exemple, c'est juste une liste non exhaustive pour vous permettre juste d'appréhender mieux les types de questions à poser, mais de manière aussi beaucoup plus pragmatique. Vous prenez les différentes dimensions de la communication interne, vous identifiez leurs différentes caractéristiques et pour chaque caractéristique, vous posez des questions qui vous permettront d'avoir des réponses en ce sens-là. S'agissant de la dimension de la gestion relationnelle, vous pouvez poser des questions du genre « La direction semble-t-elle impliquée dans la communication ?» Ça renvoie un peu au principe d'authenticité de la communication interne. Est-ce que les collaborateurs reçoivent des feedbacks, c'est-à-dire des retours sur leur travail? Est-ce qu'ils sont épanouis? On se demande quelle est l'ambiance au travail. Est-ce que les membres de la direction paraissent comme accessibles? Est-ce qu'ils sont visibles? Voilà, c'est des exemples de questions que vous pouvez poser aussi pour évaluer la dimension de la gestion relationnelle. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste quelques échantillons de questionnement. Cette fois-ci, on s'intéresse à la communication interne et à la dimension patrimoniale, donc c'est-à-dire à l'identité de l'organisation. Vous pouvez poser des questions du type « Les collaborateurs connaissent-ils la culture de l'organisation, ses missions, ses valeurs ?» Comment les collaborateurs voient-ils leur organisation? Est-ce que la charte graphique est respectée? Est-ce que les supports sont harmonisés? Et quelle est la pertinence de ces supports par rapport au public visé? Est-ce que la confidentialité de certains documents est assurée? Ou encore, est-ce qu'il existe des événements pour commémorer l'organisation? Pour ce qui est de la communication interne et de la dimension d'intégration, voici encore quelques exemples de questions. Vous pouvez vous interroger sur l'existence de supports pour accueillir les nouveaux recrues et vous interroger également sur la pertinence de ces supports-là. Vous pouvez aussi vous interroger sur l'existence de systèmes de récompense ou de sanctions. Vous pouvez aussi demander un peu est-ce que les collaborateurs se réunissent en club? Ça renvoie par exemple à la modalité coopérative. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont organisées régulièrement, par exemple? Encore quelques types de questions, juste à titre d'exemple, pour un peu vous guider dans la réalisation de l'audit de la communication interne. Dernière dimension de la communication interne évoquée ici, c'est la communication interne et l'implication des collaborateurs. Ça renvoie à la dimension maïeutique. Vous pouvez poser des questions du type « Les salariés sont-ils consultés dans la prise de décision? À quelle fréquence? Comment? Est-ce que l'organisation favorise le travail en coopération? Quelle est la pertinence des outils aussi par rapport au public visé? Est-ce que les idées émises par les collaborateurs sont prises en compte? Entre autres. Donc, on va essayer de poser vraiment des questions pour essayer de jauger l'implication et la participation des collaborateurs au sein de l'organisation. Une fois que vous aurez fait le bilan des pratiques de communication interne, donc à travers les différentes questions que vous allez poser à votre public cible, il s'agit maintenant de poser le diagnostic. Établir le diagnostic de la communication interne consiste à dire ce qui ne va pas, mais aussi à dire ce qui va. C'est-à-dire qu'on va identifier les points faibles, mais aussi les points d'appui. L'idée, c'est aussi d'analyser les problèmes, mais aussi de voir ce qui a marché, pourquoi ça a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et derrière, toujours, à la suite d'un diagnostic, l'objectif sera de proposer des pistes d'action. Ce sera l'objet d'ailleurs du rapport d'audit. Et la piste d'action, elle se matérialise principalement par la proposition d'un plan de communication pour essayer d'améliorer les pratiques de communication interne de votre organisation. Passons à présent à la dernière étape de notre démarche, étape non moins importante que constitue la restitution des résultats à travers la rédaction du rapport d'audit. La restitution est un moment important. Pourquoi? Parce que ça permet de partager les résultats du rapport d'audit. C'est toujours important de faire un retour de la démarche aux collaborateurs. Ça leur permet aussi de se sentir valorisés. Les personnes qui vous ont
accorder du temps et de l'énergie. Donc, c'est valorisant aussi de savoir ce qu'est devenu leur propos. Et puis, ça les intéresse aussi, certainement. Et l'idée aussi, c'est de crédibiliser votre démarche. Je précise également qu'avant de restituer les résultats de votre rapport d'audit, vous devez avoir l'aval de la direction. Parce que la direction est au début du processus, mais aussi à la fin du processus. Parce que un audit de la communication interne peut mettre en avant des informations assez sensibles et qui pourraient peut-être créer des tensions inutiles au sein de l'organisation. Et dans ce cas précis, ils peuvent être apposés le sceau de confidentialité, c'est-à-dire que ce n'est pas un rapport à mettre entre toutes les mains. Passons à la rédaction du rapport d'audit. Donc, on va voir dans les diapositives qui vont suivre comment structurer votre rapport d'audit. Le rapport d'audit est un document qui doit être succinct, c'est-à-dire court, parce qu'il faut aller à l'essentiel. Il doit faire au maximum une dizaine de pages. Il doit être rigoureux, c'est-à-dire qu'il faut des informations qui soient fiables. Bien sûr, étant donné que vous avez fait des enquêtes quantitatives ou qualitatives, on ne vous demande pas de donner vos opinions personnelles, mais de vous baser sur une méthodologie scientifique fiable. Il doit être rédigé dans un langage compréhensible, c'est-à-dire il doit être clair. Pour ce faire, il faut éviter un peu le jargon. Voici un peu la structuration sur la forme. On commence par une introduction. Dans une première partie, nous avons les constats. Dans le grand 2, l'analyse des résultats. Dans le grand 3, les recommandations. Et puis on termine par une petite conclusion. Nous allons détailler tout cela dans les prochaines minutes. Sans oublier qu'on va terminer, bien sûr, j'oubliais les annexes. Dans l'introduction, on va présenter le cadre de l'étude. On va rappeler les objectifs un peu de l'étude, les enjeux. On va présenter la méthodologie, quelles sont les techniques utilisées, les outils utilisés, qui sont les acteurs rencontrés, quelles sont les difficultés rencontrées, entre autres. Et on va terminer par l'annonce du plan. Pour la première partie consacrée au constat, il s'agit de faire le bilan. Le bilan, c'est-à-dire l'audit, c'est ce que les enquêtés ont dit. Il s'agit donc ici de présenter les résultats bruts de l'enquête, sans commentaire, sans rien, brut. Dans la seconde partie, c'est là où vous allez pouvoir analyser vos résultats. C'est-à-dire, dites quelle est la lecture que vous faites de vos résultats. Il s'agit ici d'identifier et d'analyser les problèmes et de poser le diagnostic. Dans la troisième partie, il s'agira de proposer des recommandations, c'est-à-dire quels sont les axes d'amélioration à privilégier en fonction de votre connaissance du terrain. Et en règle générale, comme je le disais, on propose souvent un plan de communication pour résoudre les problèmes en matière de communication interne. Dans la conclusion, on va revenir un peu sur les résultats saillants, c'est-à-dire les résultats les plus significatifs de l'étude, et puis aussi on va rappeler les recommandations les plus importantes. Quand vous rédigez votre rapport d'audit, n'oubliez pas de joindre vos annexes. Les annexes sont constituées des grilles d'entretien que vous avez administrées, mais aussi vous pouvez joindre une copie des grilles qui ont été vraiment administrées. Pensez toujours à anonymer les résultats, parce que ça aussi c'est important en matière d'audit de la communication interne, de garantir l'anonymat de vos interrogés. C'est important. Nous allons passer maintenant à la conclusion de ce module. Alors voici un rappel un peu des 3 temps de la démarche méthodologique de diagnostic de la communication interne. Nous avons vu qu'il fallait d'abord débuter par une phase préparatoire qui est essentielle, qui sert à cerner le champ d'application de la mission d'audit, mais aussi les enjeux de l'audit de la communication interne. C'est aussi l'occasion, rappelons-le, de rédiger la lettre de mission qui permet vraiment à l'auditeur d'être à l'aise au sein de l'organisation. Nous avons aussi parlé de l'étape proprement dite de diagnostic de la communication interne qui est composée de 2 sous-phases. D'abord, ça consistait à faire le bilan. Pour faire le bilan, on passe par la tenue d'enquête
qualitative et d'enquête quantitative. Et à la suite de cela, on va poser un diagnostic qui met en avant les points d'appui ou bien les freins en matière de communication interne. Et à la fin, une étape importante consiste à restituer les résultats du diagnostic de la communication interne. C'est un gage de professionnalisme. Ça permet aussi de proposer derrière des recommandations. Et cette restitution se fait principalement à travers la rédaction du rapport d'audit. Pour terminer l'exposé de la démarche méthodologique, rappelons que le diagnostic de la communication interne est un exercice rigoureux parce que, comme nous l'avons vu, cela consiste vraiment à bien cerner l'environnement de l'organisation et aussi à mettre les collaborateurs en confiance pour qu'ils puissent répondre à vos interrogations. Je vous rappelle que parfois, les gens peuvent être méfiants. Quand vous dites que vous faites un audit de la communication interne, ils peuvent croire que c'est la direction qui vous a envoyé pour contrôler leur travail, alors qu'il n'en est rien. Donc, il faut gagner leur confiance. Et cela passe, par exemple, par leur assurer l'anonymat dans l'administration des enquêtes, des questionnaires et des grilles d'entretien. Ensuite, c'est un exercice sensible parce que cela implique les collaborateurs pour les raisons aussi que je viens d'évoquer. Il faut éviter à ne pas trop heurter la sensibilité des uns et des autres. Il n'est pas toujours facile de mettre les collaborateurs en face de leurs incohérences. Et aussi, certains résultats peuvent être biaisés parce que si les collaborateurs sont familiers avec la personne qui mène l'audit, ils peuvent avoir tendance à donner des réponses socialement désirables, positives, pour plaire à leurs collègues, et derrière, ça fausse tout le processus. Donc vraiment, vous voyez qu'il y a des subtilités, des différences entre l'audit de la communication interne et l'audit de la communication externe des organisations, mais tous les deux exercices sont très importants pour une organisation parce qu'ils participent à améliorer le fonctionnement des pratiques de communication. Et comme le disait Deming, on ne peut pas améliorer ce qu'on n'a pas évalué. Et c'est justement l'objet du diagnostic de la communication que d'évaluer les pratiques de communication interne afin de stimuler leur performance. Je vous remercie de votre attention.